Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les secrets du crime. Pour ce podcast, je vous propose de revenir sur les plus grandes affaires criminelles françaises et étrangères et d'entrer dans les secrets du processus du crime afin de vous expliquer comment des gens qui paraissent tout à fait ordinaires ont pu à un moment commettre les pires atrocités. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une affaire un peu particulière parce que je vais vous parler d'une affaire qui se passe aux États-Unis et plus précisément dans l'État du Minnesota. Pour vous situer géographiquement, c'est un État du nord des États-Unis qui se situe juste à la frontière avec le Canada et je vais vous raconter l'affaire Amy Allwine qui s'y passe. Amy naît en 1972, donc dans le Minnesota. Elle naît au sein d'une famille qui est très chrétienne, très pratiquante et qui suit la Bible presque de façon exégétique. Par exemple, les enfants n'ont pas le droit de participer à des activités extrascolaires si ces activités ne sont pas en lien avec la religion, et on leur déconseille aussi d'avoir des amis autres que ceux qui sont rencontrés à l'église. Plus tard, lorsqu'elle est adolescente, elle étudie à l'Ambassador College dans l'État du Texas. C'est une université qui est dirigée par l'Église universelle du Royaume de Dieu, une université qui, elle aussi, suit un modèle chrétien traditionnel. C'est à l'université qu'elle rencontre Stephen Allwine, un garçon de son âge qui étudie l'informatique comme elle. Et Steven aussi est très attaché à sa religion, c'est d'ailleurs pour ça qu'il étudie dans cette université. Ils vont très rapidement tomber amoureux et s'installer ensemble dans la ville où Amy a grandi, dans le Minnesota, et ils se marient en 1996 au cours d'une cérémonie religieuse. Pour le couple, donc pour Amy et Steven, la religion est très très importante et elle rythme même leur journée, puisqu'ils se rendent à l'église tous les samedis. Ils organisent de nombreuses activités. Ils ne célèbrent aucune fête qui est considérée comme ayant une origine païenne. Donc par exemple, ils ne fêtent pas Noël. Et ils participent aussi à de nombreuses activités humanitaires. D'ailleurs, Stephen est diacre. Donc diacre, c'est la personne qui assiste le prêtre en quelque sorte au cours des cérémonies religieuses. En 2007, donc une dizaine d'années après le mariage, ils adoptent leur fils unique et ils s'installent ensemble à Cottage Grove, qui est un endroit situé à 15 km de la capitale du Minnesota. Et aux yeux de leurs proches, c'est le couple parfait, les deux s'entendent très bien, ils vivent de façon calme et paisible avec leur fils, et ils consacrent leur vie à la religion et à la parole de Dieu, mais ils le font de manière assez discrète. Concernant leurs emplois, Steven est informaticien et il travaille depuis chez lui, tandis que Amy décide de devenir éducatrice canine, aussi chez elle, donc elle va aménager sa maison et son jardin pour cette activité. Amy a beaucoup d'amis, elle est très aimée, elle est décrite par tout le monde comme une personne très positive et très aimante, et bien que la religion soit extrêmement importante pour elle, ses proches vont dire qu'elle ne l'imposait jamais aux autres. D'ailleurs, les personnes qui la connaissent en dehors de l'église ne savent même pas qu'elle pratique la religion de manière aussi assidue. Le 31 mai 2016, le FBI se présente au domicile d'Amy et Steven. C'est Steven qui leur ouvre parce qu'Amy n'est pas à la maison à ce moment-là, mais les enquêteurs du FBI vont insister et lui dire qu'ils ont besoin de rencontrer Amy très rapidement. Donc forcément, c'est très inquiétant pour elle et de manière générale pour cette famille tout à fait normale, pour qui la vie se passe assez paisiblement. Et au début, Amy est assez affolée, elle ne comprend pas du tout les motifs de cette convocation. Lorsqu'elle se rend au commissariat de police, les enquêteurs l'informent qu'une grave menace pèse sur elle, puisque quelqu'un souhaite sa mort. Le FBI lui explique alors qu'ils ont découvert qu'une personne avait cherché à la faire tuer en se rendant sur le dark web, et cette personne était allée jusqu'à payer un tueur à gages pour le meurtre d'Amy, que la personne qui cherche à la faire tuer connaît tout de sa vie privée. Elle connaît ses déplacements, elle connaît ses horaires de travail, l'heure à laquelle elle rentre chez elle, où elle se trouve à chaque moment de la journée. Alors pour comprendre l'origine de cette information, il faut revenir un peu en arrière. Et accrochez-vous, j'espère que vous arriverez à suivre. En février 2016, un utilisateur sous le pseudonyme de Dog Day God se rend sur le dark web. Donc vous savez, c'est toutes ces pages internet cachées auxquelles on ne peut accéder que si on reçoit un lien direct. Et sur ces pages, on peut trouver toutes sortes de choses et services plus ou moins légaux, puisqu'on peut y acheter de la drogue, des armes, on y trouve de la pornographie et même de la pédopornographie. Et on peut aussi trouver sur ces pages des tueurs à gages, donc des personnes qui se proposent de tuer quelqu'un pour une certaine somme d'argent. Dog Day God se rend sur la page de la mafia albanaise qui propose justement de rendre des services de tueurs à gages partout dans le monde. Le paiement se fait par Bitcoin afin qu'il ne puisse pas être tracé et l'émetteur du Bitcoin, comme celui qui le reçoit, est totalement anonyme. Dog Day God entre en contact avec la mafia albanaise et il explique à un tueur à gages qu'il a besoin de faire tuer quelqu'un et ce quelqu'un étant Amy Allwine. Mais idéalement, il aimerait faire passer le meurtre pour un accident. Le tueur à gages accepte pour la somme de 6 000 $ et il propose à Dog Day God de faire passer ça pour un accident de voiture. Et il demande à Dog Day God une description physique d'Amy afin de pouvoir l'identifier, et c'est ce que va faire Dog Day God. Il va la décrire en précisant qu'elle fait 1m67, 90 kg. Il décrit aussi précisément sa voiture et le lieu où elle se situera précisément le jour où le meurtre est planifié. D'ailleurs, dans les messages qu'on peut lire, Dog Day God insiste en disant qu'il a vraiment besoin qu'elle soit tuée ce jour-là. Le jour prévu pour le meurtre arrive, mais rien ne se passe,
Alors Doc Daycott contacte le tueur à gages et ce dernier lui explique que c'était impossible d'organiser l'accident de voiture ce jour-là. Le meurtre est donc reporté à un autre jour, mais les jours suivants ça continue. Une nouvelle date est prévue pour organiser le meurtre, rien ne se passe, Doc Daycott contacte à nouveau le tueur à gages, etc. Et un jour forcément il en a marre, il est frustré que rien ne se passe, donc il contacte le tueur à gages à nouveau en lui expliquant qu'il en a marre d'attendre. Amy doit être tuée au plus vite, car en fait elle a volé le mari de Doc Daycott en ayant une relation extra-conjugale avec lui. Donc apparemment, il s'agirait d'une femme sous le pseudonyme de Doc Daycott, dont le mari a été entre guillemets volé par Amy, et elle souhaite se venger sur elle. Doc Daycott menace alors le tueur à gages en lui disant que ça doit absolument être fait d'ici le mois de mai, sinon il demandera le remboursement de l'argent qu'il a versé, donc les $6 000 en bitcoin. Au total, le FBI va retrouver 147 messages qui seront échangés entre Doc Daycott et le tueur à gages. Alors concernant justement ce tueur à gages et comment il a été démasqué, en fait tout simplement parce que ce n'était pas du tout un tueur à gages. Le site créé sur le dark web, c'était une grosse arnaque. C'était en fait un mec qui s'amusait à se faire passer pour un tueur à gages juste pour soutirer de l'argent aux gens. Et c'est au cours d'une opération qui est menée sur plusieurs sites de dark web que le FBI va récupérer les informations de toutes les personnes qui se sont connectées sur l'adresse de cette page et qui ont demandé qu'un meurtre soit organisé. Parce que si effectivement c'était une grosse arnaque et que rien n'allait être fait, ceux qui demandaient à tuer étaient sérieux et déterminés puisqu'ils versaient de l'argent, donnaient des descriptions très précises de leur cible, donc c'était des personnes dangereuses qu'il fallait arrêter. Donc même si l'opération était un gros scam, c'était quand même très inquiétant qu'il y ait quelqu'un qui avait autant d'informations sur Amy et qui était aussi motivée à ce qu'elle soit tuée. Quand Amy apprend tout ça, elle n'a d'abord aucune idée de qui ça pourrait être. Le FBI va commencer à chercher parmi ses proches, mais pour eux aussi c'est très difficile parce qu'on dirait vraiment que Amy est aimée par tout le monde. Elle n'a aucun ennemi et d'ailleurs elle n'a aucune relation extra-conjugale. Le FBI n'arrive pas du tout à trouver des traces d'une quelconque relation avec un homme autre que son mari Steven. Les recherches vont donc continuer pour essayer de trouver qui lui en veut autant, et sa vie va reprendre son cours, disons, à peu près normal. Elle ne parle à presque personne de ce qui lui arrive, à part à son mari parce que forcément il est au courant depuis le début, à sa meilleure amie Sharon et à sa sœur. Elle leur dit d'ailleurs qu'elle se sent très mal, que quelqu'un ait un jour souhaité sa mort et a peur dès qu'elle sort de chez elle, ce qui est évidemment normal. Pour se rassurer un peu, Steven et Amy installent des alarmes et des caméras chez eux. Steven demande aussi l'autorisation de posséder une arme et le couple se rend très souvent au stand de tir pour s'entraîner, au cas où. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Amy reçoit un jour un mail très alarmant. Une personne sous le pseudonyme de Jane la menace. Jane lui dit qu'elle la tient responsable pour avoir ruiné sa vie. Elle accuse Amy d'avoir volé son mari et elle sait qu'elle a posé un système d'alarme chez elle. Elle menace de faire du mal à son mari Steven et à leur fils ainsi qu'aux parents d'Amy si jamais elle ne fait pas ce qu'elle lui demande, et ce que Jane lui demande est horrible puisqu'elle demande à Amy de se suicider. Amy va rapporter ça au FBI mais les enquêteurs n'arrivent pas à trouver l'origine du mail car c'est une adresse intraçable qui a été utilisée. Le 13 novembre 2016, Amy se trouve chez elle avec son mari qui travaille au sous-sol et son fils. À un moment, elle dit qu'elle se sent très mal, elle s'allonge dans son lit pour se reposer. Le père d'Amy lui rend visite, mais il peut pas la voir puisque Steven lui dit qu'elle se sent très mal et qu'elle a besoin de repos. Donc son père décide de partir, mais alors qu'il est sur la route du retour, il reçoit un appel assez alarmant de Steven qui lui dit que Amy se sent tellement mal qu'il va devoir l'emmener à l'hôpital et qu'il a besoin que son beau-père fasse demi-tour pour venir récupérer leur fils. Amy se sent tellement mal qu'elle annule tous ses rendez-vous d'entraînement canin ce jour-là. Mais dans l'après-midi, Steven voit que Amy apparemment se sent mieux. Il s'en va alors chercher son fils chez le grand-père. Une fois qu'ils arrivent à la maison, le petit se précipite dans la chambre de sa maman pour voir si elle va bien, mais il ressort aussitôt de la maison en criant, en disant à son père que Amy est allongée par terre dans sa chambre et qu'elle ne répond pas. Steven se rend dans la chambre d'Amy et effectivement, elle est allongée par terre, il y a du sang autour de sa tête et elle tient dans la main une arme de poing. Il appelle alors les policiers qui se rendent sur place. Au premier abord, la scène paraît effectivement être celle d'un suicide, mais ils ont connaissance des menaces qui pesaient sur Amy. Ils commencent donc les investigations et il y a effectivement plusieurs éléments étranges qui écartent la théorie du suicide. Premièrement, Amy avait commencé à préparer le dîner. Alors, ça n'exclut évidemment pas définitivement la possibilité de se suicider, mais les policiers savent que c'est rare pour une personne qui prévoit de mettre fin à ses jours de laisser quelque chose sur le feu. En plus, il y a du sang sur la porte-côté intérieure et extérieure, donc forcément ils se demandent comment le sang d'Amy est arrivé côté extérieur de la porte. Par ailleurs, la famille d'Amy informe les enquêteurs qu'elle était droitière alors que l'arme est retrouvée côté gauche, comme si elle l'avait tenue de sa main gauche, ce qui pareil n'est pas logique. Les policiers vont utiliser le produit Blue Star dans la maison, et ce produit va permettre de voir qu'il y a une flaque de sang dans le couloir à l'extérieur de la chambre qui a été nettoyée. Steven est interrogé par les policiers. Il n'a aucune idée de qui pouvait en vouloir à ce point à Amy. Il dit d'ailleurs que lui-même n'avait aucune idée de ce qu'était le dark web avant que toute cette affaire éclate.
Les policiers lui demandent s'ils pensent que Amy a pu le tromper avec un autre homme, mais il leur répond que non, c'est impossible. Et là, il leur dit quelque chose qui va les estomaquer. Au cours de son interrogatoire, il leur avoue qu'en fait, c'est lui qui a une relation extra-conjugale et qui est infidèle, puisque depuis un moment, il avait une relation avec une femme du nom de Michelle qu'il a rencontrée sur le site Ashley Madison, donc c'est un site de rencontre. Et Steven n'était jusqu'ici pas du tout soupçonné, et quand ils ont cette information, forcément, les policiers commencent à se poser plein de questions sur ce père de famille parfait. L'enquête continue, les policiers vont faire une recherche très simple avec le pseudo Dog Daigod, et ils vont trouver que quelqu'un avec exactement le même pseudo s'est rendu sur une autre page du dark web et cherchait à obtenir de la scopolamine. La scopolamine, c'est un médicament qui est utilisé dans le mal de voiture et qui parmi les effets secondaires peut causer la nausée, une confusion mentale, ainsi qu'un mal de tête. Et l'examen toxicologique du corps d'Amy va révéler qu'elle avait ingéré 40 fois la dose recommandée de ce médicament. Forcément, avec tous ces éléments, la thèse du suicide paraît de plus en plus éloignée. Alors comment le coupable va finalement être démasqué ? Eh bien c'est la police de Cottage Grove, donc le petit village où vivent Amy et Steven, qui va décider de chercher dans ses dossiers tout ce qui pourrait aider à résoudre le meurtre d'Amy. Et il découvre qu'en mars 2016, un homme a porté plainte après avoir été arnaqué de la somme de 6 000 $ en bitcoin. Et là, forcément, pour les policiers, c'est très intéressant puisque 6 000 $, c'est exactement la somme qui a été payée au tueur à gages exactement en mars 2016. L'auteur de cette plainte n'est autre que Steven Allwine, c'est-à-dire le mari d'Amy. Tous ses biens informatiques sont alors saisis et il apparaît que Steven, l'homme dévoué à sa famille, l'homme de foi, avait en fait une multitude de relations extra-conjugales, notamment avec des travailleuses du sexe. Dans son historique, les policiers vont voir aussi qu'il se rendait très régulièrement sur le dark web et qu'il possédait aussi de l'argent sous forme de bitcoin. Dog Daigod, c'était en fait Steven Allwine. Son procès s'ouvre en janvier 2018 et il plaide non coupable. Mais selon le procureur, Steven a eu l'idée de tuer Amy pour s'en débarrasser puisque c'était à ses yeux sa seule solution pour pouvoir vivre avec sa maîtresse Michelle puisque le divorce était interdit dans sa religion. Et pour Steven apparemment c'était moins grave d'organiser le meurtre de sa femme plutôt que de divorcer. Toujours selon le procureur, le jour du meurtre d'Amy, Steven lui a administré de la scopolamine, puis il a contacté son beau-père pour qu'il vienne récupérer son fils afin qu'il n'assiste pas au meurtre. Il a ainsi pu tirer sur Amy avec l'arme de poing qu'il avait chez lui. Ensuite, il déplace son corps et le manipule pour faire croire à un suicide. Ensuite, il part récupérer son fils et il fait en sorte que ce soit son fils qui découvre le corps sans vie de sa mère, ce qui est juste horrible. À l'issue du procès, il a été déclaré coupable d'assassinat par le tribunal et il a été condamné à une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération. Alors je sais pas du tout si vous vous êtes douté que c'était son mari qui avait organisé tout ça. Je dois avouer que moi la première fois que j'en ai entendu parler, très rapidement, je me suis douté que c'était son mari, en particulier parce que forcément la personne qui se connectait sur le dark web pour la faire tuer était quelqu'un qui la côtoyait au quotidien et qui la connaissait très très bien, et qui d'autre que le mari très dévoué, très religieux, qui en fait trompe sa femme depuis le début. Voilà pour l'affaire Amy Allwine. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine.